Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour le French Libertarien, votre podcast hebdomadaire ultra néo-turbo giga-libéral. Et je suis avec Fergan aujourd'hui pour le 18e épisode de Free Lunch. Fergan, bonjour. Salut Emmanuel. Pour nous parler cette semaine du fameux Brexit. Donc, David Cameron revient tout juste de Bruxelles. Il a obtenu toute une série de propositions, de compromis qu'il va proposer. Il va mettre ça devant le peuple britannique. Donc c'est au mois de juin, le référendum, si je ne m'abuse. Donc où le deal sera très simple. Soit le peuple accepte les différentes réformes qui ont été mises en avant, soit le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. C'est un peu compliqué tout ça, mais il n'est d'ailleurs pas dans Schengen. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment, qui m'a surpris. J'étais certain que c'était dans la zone Schengen, mais non. Bon, c'est une île, donc en même temps, ça se comprend un peu. Mais oui, donc la question c'est oui ou non, est-ce que le Royaume-Uni doit sortir de l'Union européenne? C'est la question qui sera posée au peuple britannique mois de juin. Et on voulait vous en parler un petit peu aujourd'hui. On voulait aussi apporter, parce qu'on n'a pas forcément la même opinion sur toutes les différentes ramifications que ça peut avoir, donc on voulait un peu en parler, et puis on va passer en revue les différents aspects. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe, qui touche à beaucoup de choses. Et donc déjà, bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Fergan, le Brexit, oui ou non? Moi, je pense que c'est une très bonne perspective pour l'Europe parce que ça apporterait plus de concurrence. Plus de concurrence politique, plus de concurrence réglementaire, plus de concurrence fiscale dans l'Union européenne. On en a besoin, je pense. Aujourd'hui, l'Europe est sclérosée par des États-nations qui refusent de se réformer pour la plupart. En particulier, un État-nation qui pèse pas mal quand même sur le continent. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc... Malte? Non, pas mal, non. Ouais. Et non, la perspective du Brexit, c'est quelque chose qui peut donc apporter à l'Europe un peu plus de flexibilité, de concurrence réglementaire. À l'heure où l'Union européenne tend parfois à reproduire à l'échelle du continent les mêmes débilités que les États-nations, les mêmes débilités réglementaires, il est peut-être utile de considérer qu'un Brexit, et même, moi je pense que toute sécession est bonne à prendre. Voilà, c'est-à-dire que plus un espace géographique est politiquement fragmenté, mieux c'est pour les libertés individuelles, mieux c'est pour la prospérité des populations. Beaucoup d'historiens d'ailleurs pensent que ce qui a fait le succès de l'Europe pendant plusieurs siècles, c'est justement cette fragmentation politique qui a permis une concurrence juridictionnelle intense entre souverains. C'est ce qui aurait permis la diffusion de pas mal de mouvements philosophiques, de progrès industriels, etc. Et que finalement, la centralisation de l'Europe en États-nations au 19e puis 20e siècle aurait amorcé un peu le déclin du continent, avec les 2 guerres mondiales qui attestent des conséquences délétères du centralisme au sens large. Je pense que ça permettrait de respirer, de donner un petit peu plus d'air au continent européen. Oui. Personnellement, j'ai un avis très très partagé sur cette question. De base, on va dire, j'avais une opinion qui était plus proche de la tienne, jusqu'à ce que je vois un peu le contenu du deal qui a été proposé. C'est vrai que je vais être honnête, j'ai été assez surpris. Je pensais pas que l'Europe allait offrir autant de... Peut-être qu'ils ont vraiment peur que le Royaume-Uni parte, je sais pas, mais en tout cas, je pensais que ça allait être beaucoup plus serré, que les contenus, que ça allait être offert en termes de propositions, allaient être quand même beaucoup plus limité. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des pistes intéressantes à explorer. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a peut-être des pistes intéressantes à explorer en acceptant ce que l'Europe propose, mais en allant plus loin, c'est-à-dire en reprenant ce modèle et en l'étendant. C'est-à-dire que l'idée, au lieu de dire... c'est vrai que ce qui a été pointé du doigt à juste titre, c'est que le Royaume-Uni a toujours été un peu à part, un peu dedans mais un peu dehors de l'Union européenne. La question que j'aimerais poser, c'est est-ce que ce serait pas intéressant que le Royaume-Uni prenne le deal qu'on lui offre et que les autres pays aussi fassent de même, qu'on ait un démantèlement de l'euro et qu'on ait à peu près le modèle, entre guillemets, bon, tout n'est pas parfait, mais le modèle qui est proposé,
qu'on l'applique à l'échelle du reste de l'Europe. Et il y a aussi, je pense, des arguments qui sont intéressants, on va en discuter un peu, mais il y a des arguments intéressants du côté du Brexit, mais est-ce que ce serait pas intéressant, pour repartir sur des bases un peu plus saines, de prendre ce deal où on redonne quand même un certain pouvoir, un peu plus de décentralisation, un peu plus de pouvoir au niveau des États, un peu moins de contrôle centralisé au niveau de l'Europe. C'est un peu ça le contenu, parce que ce qui est proposé, c'est un compromis. Si on regarde un peu le contenu dans le détail, c'est un compromis entre le système actuel et la sortie complète. Et est-ce que ce serait pas intéressant de partir sur ce compromis et ensuite de l'étendre au reste de l'Europe? Maintenant, il y a une chose sur laquelle je vais être en accord avec toi, c'est que si la Grande-Bretagne, si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, ça va permettre, j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes, de répondre à la question comment est-ce qu'une grande puissance européenne peut s'en sortir sans être dans l'Union européenne, et à mon avis, très probable que le Royaume-Uni, économiquement, que l'impact, s'il y a un impact négatif, il sera au pire à court terme, mais qu'à long terme, le Royaume-Uni s'en sorte quand même plutôt bien en dehors, et ça calmerait les ardeurs de pas mal de politiciens, je pense. Donc là-dessus, je pense qu'on va être assez d'accord. Oui, on a beaucoup dit qu'il y avait un grand risque de couper les relations économiques. Je pense que cet argument est pas fondé, dans la mesure où beaucoup de pays européens aujourd'hui qui ne sont pas membres de l'Union européenne arrivent à commercer. La Suisse, la Norvège, l'Islande, qui ont des liens avec l'Union européenne, avec le marché européen, sans être membres de l'organisation intergouvernementale. On a longtemps dit qu'on pourrait avoir donc des protectionnismes de part et d'autre, mais encore une fois, on l'a dit la semaine dernière, le libre-échange est une affaire essentiellement domestique et unilatérale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'organisation intergouvernementale pour organiser la libre circulation des biens et des services, des capitaux et des personnes sur un espace géographique. Il suffit simplement que les États-nations fichent la paix, pour dire les choses poliment, aux populations, que les barrières soient levées, et puis les marchés nationaux s'intégreront tout seuls sans l'aide d'une instance supranationale. Alors il y a un argument qui est communément utilisé aussi, c'est de dire que si le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, elle va quand même être forcée d'appliquer la réglementation européenne. Ça, c'est un argument qu'on entend très souvent dire d'accord, tu te plains de la réglementation, mais sache que même si tu quittes Bruxelles, tu vas devoir appliquer les normes. Cet argument, il est faux. C'est-à-dire que effectivement, le producteur britannique qui veut exporter en Europe va devoir se conformer aux normes européennes, mais ça n'implique pas du tout l'obligation pour le Royaume-Uni d'appliquer la législation européenne. De la même manière qu'aujourd'hui on exporte au Japon, on exporte aux États-Unis, ça n'implique pas d'adopter à l'échelle du continent européen la législation japonaise ou américaine. Ça relève des producteurs individuellement. Les producteurs qui veulent exporter dans telle ou telle zone, oui, vont devoir se conformer aux réglementations, mais ce n'est pas quelque chose, c'est pas une tare rédhibitoire, quoi. Oui, je vais peut-être quand même juste revenir sur un point où je pense il y a quand même, on va dire, une question peut-être plus factuelle plus psychologique que factuelle, qui est que quand on parle d'économie, c'est beaucoup de psychologie derrière. Et le fait, même si derrière, effectivement, je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour faire du commerce. Il y a quand même un facteur d'incertitude, et un peu d'un point de vue purement psychologique, je pense quand même qu'une sortie à court terme aura des effets néfastes, ne serait-ce que parce que il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui vont un peu pas trop savoir où se placer par rapport à ça. Et donc faut quand même, je pense pas que ce soit une mauvaise idée, je pense que ce soit une raison de ne pas le faire, mais il y a quand même ce risque derrière, un risque un peu psychologique de dire il y a peut-être à court terme, peut-être y avoir des investisseurs qui vont se poser des questions et qui vont dire même si c'est pas forcément factuel, ils vont peut-être dire oh là là, mais si ça se trouve va plus y avoir de possibilité d'interagir avec l'Europe, enfin j'exagère, mais il y a un peu un côté psychologique qui a à prendre en compte derrière. Donc il y a une part, je pense que c'est exagéré, c'est très certainement exagéré, mais il y a un peu une part de vérité derrière aussi là-dedans. Sur les normes, il y a un avantage, pareil, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a quand même un avantage derrière l'idée des normes européennes, c'est que quand on fabrique un produit aux normes européennes, on sait qu'après derrière ça peut être revendu derrière. Et ça a toujours été la justification. On peut reprendre la même chose aux États-Unis. Ça a été toujours la justification qui a été donnée pour l'expansion des programmes fédéraux sur les normes, que ce soit l'EPA ou tout ça. C'est de dire pour pouvoir faire du commerce inter-État, il y a quand même un aspect pratique. Et même si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ils vont quand même
se servir des normes européennes comme étant un peu le modèle entre guillemets de façon réaliste, parce que bah ils peuvent pas non plus se dire bah tiens on va aller tout refaire complètement différemment comme ça, nos industriels ils vont faire des produits complètement différents pour le Royaume-Uni et l'Europe. Donc même s'ils n'auront pas le devoir légal de mettre ça en place, je pense quand même que ça servira, même si le Royaume-Uni sort, ils se serviront quand même des normes européennes comme étant un peu le modèle pour leurs propres normes internes. Peut-être, ou en tout cas, enfin, je sais pas si c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire que les normes européennes, enfin, la réglementation, c'est essentiellement du corporatisme. Donc importer les normes bruxelloises, c'est importer le corporatisme européen, alors que finalement, même si le Royaume-Uni n'adopte pas les normes européennes, il est toujours possible pour les producteurs qui veulent exporter d'adopter des normes européennes unilatéralement avec leurs propres standards de production et garder une souplesse réglementaire pour le marché intérieur britannique, comme ça peut se faire avec toutes les zones géographiques, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'États. La Suisse, par exemple, effectivement, est un État qui importe pas mal de législation bruxelloise. Mais vraiment, je vois pas du tout l'intérêt de faire ça, quoi. C'est-à-dire que on met en place des barrières inutiles. Si l'Europe veut détruire son économie et ses ressources avec des réglementations débiles, faut pas limiter, quoi. Je veux dire, je vois pas trop l'intérêt d'imiter les normes du voisin, alors que bien souvent ce sont des normes débiles pour soit hausser les coûts de production avec des barrières non tarifaires, donc pour décourager l'entrée de nouveaux entrants, soit on va mettre des normes débiles sur la courbure des bananes ou des trucs comme ça pour protéger les bananes produites par les producteurs locaux au détriment des bananes étrangères, et tout ça en fait sert à spolier le consommateur et détruit énormément de richesses. Donc on a vu un peu est-ce que c'était une chose qui était souhaitable ou non. Il y a quand même derrière un peu la question des conséquences plus géopolitiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si, admettons, demain, le référendum se produit et le oui sort vainqueur, le Royaume-Uni, à terme, quitte l'Union européenne. Donc on a vu un peu les conséquences pour ce qu'on a parlé jusqu'ici, c'était plutôt les conséquences pour le Royaume-Uni en tant que tel. Mais la vraie question qui est 10 fois plus importante, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les autres pays. C'est du coup, c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit jusqu'ici. Il y a eu beaucoup de tensions politiques, donc voilà, qu'est-ce qui va se produire pour les autres pays derrière. C'est du coup beaucoup plus qui peut être pour nous beaucoup plus intéressant. Ouais, effectivement, et de ce côté-là, je pense que là aussi, il y a pas mal d'avantages, c'est-à-dire que la sortie du Royaume-Uni peut avoir d'autres conséquences, peut avoir des conséquences sur l'Écosse, parce qu'il est possible que l'Écosse demande à revoter, donc si le Royaume-Uni sort donc de l'Union européenne. Et ça peut entraîner pas mal de régionalisme, ça peut entraîner pas mal de décentralisation au niveau des États-nations. Aujourd'hui, les plus contestés sur le plan intérieur, je pense à l'Espagne avec la Catalogne, je pense à la Belgique qui a elle aussi ses tensions séparatistes. Pourquoi pas quelques régions italiennes aussi, j'en sais rien. Et éventuellement la Corse. mais ça c'est un peu plus on va dire que c'est moins réaliste. Oui. Petite parenthèse par rapport à ce que tu disais par rapport à l'Écosse, il y a quand même quelque chose qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui, au sein du Royaume-Uni, les deux grandes zones qui veulent, dans les sondages qu'on a jusqu'ici, les deux grandes zones qui sont en faveur du maintien dans l'Union européenne, ce sont l'Écosse et Londres. Donc, est-ce qu'il y aura ne serait-ce que des pressions pour un nouveau référendum en Écosse si le Royaume-Uni sort? Absolument oui, ça c'est certain. Il y aura une demande, les Écossais sont pro-européens, quand on regarde un peu les sondages. Donc oui, si le Royaume-Uni sort, aucun doute qu'il y aura des pressions pour un nouveau référendum. Et ça va être très difficile pour pas leur accepter, parce qu'on peut pas de la main droite dire oui, regardez un peu ce pseudo-État européen qui nous impose leur volonté sur nous, et puis de l'autre côté aller dire aux Écossais ouais non mais les gars vous pouvez pas sortir, ça se fait pas. Donc je pense effectivement si le Brexit se produit, il y a aucun doute sur le fait que l'Écosse derrière va frapper à la porte et puis dire on veut sortir nous aussi. Ouais, et ce serait marrant parce que ça me permettrait de tester la cohérence de certains
démocrates autoproclamés qui n'arrêtent pas avec leur logorée nationaliste. Voilà, les États-nations, c'est la souveraineté, c'est la démocratie. Et puis lorsqu'il faut appliquer ces principes aux entités entre guillemets inférieures, et ben là, non, on est beaucoup plus réticents. Voilà, pour parler des gens comme Farage, comme et tous les eurosceptiques qui aiment bien tenir ce genre de discours, mais en fait qui se veut un discours en fait parfois libéral, parfois souverainiste, mais qui est en fait purement nationaliste, parce que la cohérence du point de vue de la philosophie libérale, c'est très bien, on applique la philosophie jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'effectivement on considère que la sécession, que la subsidiarité, c'est une très bonne chose, et que la fragmentation politique, plus elle est poussée, mieux c'est pour la subsidiarité, mieux c'est pour la concurrence, mieux c'est pour les libertés. Mais on peut pas dire arbitrairement, la sécession c'est bien lorsque ça concerne le Royaume-Uni, mais c'est mal lorsque ça concerne l'Écosse. Là, on tombe dans le nationalisme le plus primaire le plus primitif qui puisse exister pour le coup. Oui, je pense que les personnes que tu as citées, si on prend Nigel Farage ou quelqu'un comme Daniel Hannan, qui sont les deux, on va dire, figures entre guillemets libéral et eurosceptique, ce sont des gens, pour les avoir suivis, qui sont quand même relativement cohérents sur ces questions. Nigel Farage, il m'a donné l'impression de s'être fait dépasser par d'avoir un peu créé Frankenstein et de s'être fait dépasser par le UKIP plus qu'autre chose. J'ai quand même l'impression que la base de UKIP n'est pas trop sur la même ligne politique que Farage. C'est quelqu'un avec qui je suis pas forcément en accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a quand même, j'ai un peu l'impression que quand on parle de Nigel Farage, on parle pas du UKIP. Et inversement, je pense que là-dessus, il aura une certaine, après, l'avenir nous dira, mais je pense que là-dessus, il aura une certaine cohérence. Juste une petite anecdote personnelle sur l'Écosse, parce que j'ai visité Édimbourg l'année dernière. J'étais quand même absolument surpris de l'espèce de fierté écossaise. Là, ici, on est en Écosse, on est écossais, avec les drapeaux écossais partout. C'est quand même assez surprenant de se dire que c'est une région. Ça, c'est pas une région. Enfin, même à côté, les Bretons, ils sont, pardon pour les Bretons, mais les Bretons à côté, ils sont mignons. Hein. C'est vraiment l'espèce d'affichage, la fierté d'appartenir à l'Écosse est quand même très, très, très forte en Écosse. C'est pas les mêmes billets de banque. Attention, là-bas, c'est des livres, mais c'est pas les mêmes. On retourne le billet, c'est pas le même dos. Donc bon, c'est un point de détail, c'est une anecdote, hein, je veux bien tout cela, mais juste pour préciser que mon expérience personnelle, l'Écosse est quand même un endroit qui a une très grande fierté nationale. Après, pour revenir sur la cohérence, je suis pas très d'accord avec toi quand tu dis que Daniel Hannan et Farage sont cohérents, parce que ce sont des personnalités qui ont quand même un discours assez nationaliste pour le coup, et moi je trouve pas ce discours-là cohérent du tout. C'est-à-dire, ou bien t'es effectivement pro-concurrence, pro-subsidiarité, et dans ce cas-là tu appliques tes principes jusqu'au bout, ou bien t'es nationaliste, mais dans ce cas-là ne parle pas de concurrence ni quoi que ce soit. C'est juste que ce sont des gens qui considèrent que la démocratie, que en fait le pouvoir politique, que l'État-nation est finalement l'échelle indépassable de la vie sociale. Donc c'est pas vraiment une philosophie que j'appellerais cohérente, rationnelle en soi. C'est une philosophie qui veut imposer une grille de lecture nationale à tous les événements sociaux, aux faits sociaux, et ça implique finalement de refuser d'appliquer les principes que l'on exige de l'autre, quoi. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec eux. Ah oui, non, bien sûr, mais oui. Je pensais qu'il y avait il y a. Parce que oui, ce sont pas des libéraux pur jus. C'est-à-dire dans cette dans cette pensée conservatrice, libérale conservatrice, je leur trouve une cohérence. Pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils disent, mais leur discours, par rapport à leur point de départ idéologique, c'est cohérent. Je reconnais juste une certaine cohérence derrière. Ça, encore une fois, je suis pas, quand je les écoute, je prends tout ce qu'ils disent avec beaucoup de précaution, et j'essaie de regarder un peu regarder un peu leurs arguments, mais c'est pas des gens avec qui je me dis je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Bon, moi il y avait quand même quelque chose qui m'avait juste un petit point de détail. Ce que j'avais beaucoup aimé, Daniel parle justement de la démocratie au niveau européen. Il disait que si l'Union européenne voulait s'appliquer à elle-même sa propre grille de qu'est-ce qui constitue comment dire, en termes de conditions, quelles sont les conditions pour entrer dans l'Union européenne en termes de démocratie, ça ne s'appliquerait même pas pour elle-même. Il y a un vrai problème. Et là, je pense que là-dessus, les partisans du Brexit, pour rebondir un peu sur les arguments des partisans du Brexit, un des points sur lesquels ils ont
clairement raison, c'est qu'il y a un vrai problème de démocratie au niveau de l'Union européenne, de manque de démocratie. C'est vraiment, c'est le genre de deal comme on a vu. C'est-à-dire, on se tire un peu, chacun tire la couette de son côté, et justement les conséquences je pense que là où ça pourrait être très intéressant entre guillemets de voir un peu les conséquences d'un Brexit, c'est qu'on pourrait avoir d'autres pays qui vont commencer à dire ah mais attendez, si moi je menace de sortir, c'est-à-dire que je peux obtenir. Donc la France va demander le doublement de la politique agricole commune. La Grèce, voilà, la Grèce va obtenir un triplement de son plafond de sa dette, je ne sais pas. Ce qui va rendre le système insoutenable. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a un risque de contagion ? Ouais. Oui, alors pour revenir sur l'argument de la démocratie, effectivement, l'Union européenne n'est pas une démocratie parfaite, mais je pense que certains États-nations n'ont pas trop de leçons à donner. Je veux dire, clairement. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, voilà, on va la nommer pour le coup, sur certains aspects, l'Europe, alors sans être pro-Bruxelles, l'Europe est sur certains aspects beaucoup plus démocratique que la France. Je veux dire, rien que la représentativité du Parlement européen comparée à celle de l'Assemblée nationale, clairement. Bon bah voilà. Là, il n'y a pas photo. Donc, le Front National est très bien représenté au Parlement européen, ce qui est cohérent avec les populations qu'elle représente en France, par exemple, alors que lorsqu'on voit qu'il y a 2 députés à l'Assemblée nationale pour une population 20% minimum acquise à la cause du Front National, il y a un petit problème peut-être de démocratie aussi à l'échelle nationale, et ça, on le dit pas toujours. Mais du coup, oui, c'est une question à poser, parce que là, on va avoir le référendum qui va se poser. Tu parles du Front National, parce qu'on va avoir le référendum britannique au mois de juin. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, quel que soit le résultat de ce référendum, pour l'année prochaine, ça va être le Front National, on peut être certain que le Front National va en parler. Et d'autant plus si c'est un oui de la part du Royaume-Uni, si vraiment il y a un Brexit, là c'est une certitude qu'on va avoir le Front National qui va caracoler, qui va prendre cette question et la marteler constamment durant la campagne 2017. Du coup, ça a se poser après, voilà, je reviens un peu sur la question que je posais, c'est est-ce que derrière on n'assiste pas à un risque de contagion ? Si, justement, c'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs remises en question, ce qui, en fait, va permettre de freiner un petit peu certaines tendances centralisatrices. En particulier, depuis la crise de 2007-2008, on a eu assisté à pas mal de centralisation au niveau européen de certaines compétences, certaines gestions, même si on reste dans une logique intergouvernementale et non fédérale. Mais ça peut mettre un frein à cette tendance centralisatrice qui aujourd'hui, je pense, mine le bien-être des populations dans plein d'aspects, notamment en matière monétaire et financière, pour prendre ces aspects les plus importants, car c'est au niveau de la gouvernance budgétaire, financière et monétaire que ça a pas mal bougé entre 2007 et 2016, quoi. Oui, et puis surtout la question monétaire est absolument primordiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde un peu, on a des situations économiques qui sont extrêmement divergentes. Avant, pré-crise, on avait des divergences économiques entre les divers États membres. C'était un fait admis, mais rien on vivait avec et ça posait pas vraiment de problème. Enfin, on peut en débattre aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait quand même des divers signaux qui montraient qu'il y avait des soucis, mais ça fonctionnait entre guillemets. Là aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des pays qui ont vraiment de très fortes difficultés à se remettre sur leurs pieds. À côté de ça, on a des pays qui, bon an mal an, s'en sortent plutôt bien. On a des vraies divergences. Le problème qu'on a aujourd'hui en Grèce n'est pas le problème qu'on a aujourd'hui en Espagne, n'est pas le problème qu'aujourd'hui on a en France, n'est pas le problème qu'on a aujourd'hui en Allemagne ou en Italie. Effectivement, ça va aussi remettre des questions comme l'euro sur la table. Et est-ce qu'on peut toujours avoir... Alors on est à combien aujourd'hui ? J'ai perdu le compte. On a combien de pays sous la zone euro ? 19, je crois, si j'ai pas de bêtises. Oui, on ira vérifier. Mais oui, donc on a des pays qui ont des économies complètement différentes, qui ont des cycles différents. Ça oblige un peu à reposer aussi la question de comment est-ce qu'on fait pour faire tenir tout ce monde-là avec la même monnaie ? Alors attention, là pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi. Alors autant l'euro effectivement peut-être est critiquable et peut-être critiqué, mais je pense pas que les arguments qu'on emploie très souvent sont vraiment valables. C'est-à-dire que les divergences économiques, les disparités économiques, il y en a aussi entre États membres. Il y a à certains égards beaucoup plus de différences entre l'Île-de-France et la Corse qu'entre l'Île-de-France et Francfort. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on entend les gens plaider pour un franc corse, un franc français, un franc réunionnais, un franc breton. Alors que, je veux dire, les différences économiques, elles s'arrêtent pas aux frontières nationales, quoi. Il y en a parfois, il y a pas mal de disparités aussi entre les frontières. Donc, je pense que si la monnaie unique
unique doit être mise en cause, c'est plus sur l'argument en fait de l'impossibilité de planifier la monnaie sans avoir des conséquences terribles en matière de stabilité financière, plutôt qu'en matière de disparité économique, parce que ça revient finalement à adopter une forme de nationalisme méthodologique dans l'analyse économique. Or, les frontières nationales, elles ne correspondent à aucune réalité économique non plus, quand tu regardes bien. Ouais, j'aurais peut-être juste 2 points de désaccord là-dessus. Déjà, petit 1, même si c'est vrai, c'est comme tu le dis, il y a des, je sais pas, on prend la Creuse ou la Corse, ce que tu veux, avec Paris, il y a des très fortes différences économiques. Ce sont quand même le même cycle en termes de cycle, c'est le même cycle économique qui s'applique. C'est-à-dire que quand il y a une crise en France, la crise se propage un peu sur le pays au même rythme. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on a différents pays qui ne sont pas dans la même, qui n'ont pas. Si on reprend la crise, par exemple 2007-2008, au moment où il y a une crise bancaire en Irlande et en Espagne, on a une crise du chômage en Italie et une crise de la dette en Grèce. Bon, on a différents problèmes avec différents timings qui se mettent en œuvre. Et bon, ça c'est le premier point. Et aussi deuxième point, point de détail qui est quand même qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait a une certaine importance. L'exemple que je prends tout le temps, si on regarde aux États-Unis, et effectivement, on pourrait dire exactement la même chose aux États-Unis. On a différents États qui ont des économies largement différentes, avec des métiers complètement. Ça a demandé des fois si on est dans le même pays. Mais quand même un point de détail très important, c'est qu'aux États-Unis, tout le monde parle anglais. Et la langue et la mobilité de la population, c'est-à-dire que les Américains sont très mobiles. Quand il y a du boulot dans un État, ça ne leur dérange pas de prendre leur voiture et déménager dans un autre État pour aller trouver du travail. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qui s'est produit, on aurait dû avoir des mouvements de population en provenance de Grèce, d'Espagne, de pays en difficulté, vers par exemple l'Allemagne, l'Autriche, parce que voilà, c'est ce qui se serait passé d'ailleurs dans un marché. On avait eu, sans avoir le planificateur central qui va mettre en place les lignes de car pour aller transporter tout le monde. C'est quelque chose qui normalement en termes de théorie des prix aurait dû se produire. Si vous avez des gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou n'arrivent pas à trouver du boulot à un salaire intéressant à une zone A, vont aller bouger vers une zone B. Et comme il y a un peu la barrière de la langue et la barrière culturelle, bon voilà, c'est un peu deux choses sur lesquelles c'est là où je mets moi personnellement les différences économiques. Quand je dis il y a des différences économiques qui font que la monnaie est difficile à gérer de façon unifié, c'est qu'il y a des questions de cycle et il y a des questions de mobilité de la population, ce qui font qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des ajustements qui se produisent. Ces ajustements ne se sont pas produits parce que structurellement, on a des zones économiques qui sont très différentes et qui sont difficilement conciliables. Mais est-ce que c'est un problème monétaire dans ce cas-là? Parce qu'imaginons, je sais pas moi, que... pas que monétaire, ce serait... oui, je veux juste... Pardon de te couper, mais juste pour préciser, je suis pas en train de dire, c'est toute la faute de l'euro, non, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. L'euro joue une part de responsabilité, mais juste pour bien préciser, je suis pas en train de dire tout est de la faute de l'euro et à côté de ça... bien sûr. Non mais bien sûr. Après, il y a un discours qui m'agace en fait particulièrement chez certains eurosceptiques. C'est en fait l'idée, en gros, que si ça marche pas, c'est qu'il faut en fait reproduire les mêmes mécanismes à l'échelle nationale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème de la monnaie, par exemple, typiquement. On reproche beaucoup à l'euro d'être de la Banque Centrale Européenne de faire n'importe quoi et d'engendrer l'instabilité financière. Mais je vois pas en quoi en fait avoir une banque centrale nationale qui reproduit les mêmes stupidités ça va arranger quoi que ce soit. C'est quelque chose même pire d'ailleurs. Souvent. Ouais, même pire. Donc voilà, les nationalistes qui nous disent oui l'euro c'est mal donc il faut revenir au franc pour ensuite faire la planche à billets ou faire n'importe quoi ou faire ce que la Banque Centrale Européenne fait mais à une échelle nationale ça va mieux marcher. Oui. Là, je pense que là-dessus, tous les deux, on sera assez d'accord. On n'est certainement pas en train de dire remplaçons l'euro par des monnaies nationales où on peut faire absolument toutes les bêtises du monde. Même moi, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un argument en faveur de la concurrence monétaire. C'est ça. Oui, et je pense que là-dessus c'est quelque chose sur lequel on sera d'accord, c'est que je dénonce l'idée de monnaie unique et le mode de monopole de la monnaie sur une zone donnée. Je pense qu'il faudrait qu'on ait au sein on ait plusieurs monnaies pour différentes zones parce que la monnaie c'est pas juste un médium d'échange, il y a quand même beaucoup de choses derrière et c'est quand même assez utopique. Voilà. Je pense pas qu'on puisse avoir une monnaie unique sur toute une zone, mais je pense pas non plus que je pense que quelqu'un comme Marine Le Pen, quand elle dit ouais, on va remettre le franc, pourquoi? Pour faire la planche à billets. Ouais, non merci.
Oui, c'est important de le souligner parce que, comment dire, éprouver un certain scepticisme à l'égard des institutions européennes, ça ne veut pas dire être contre l'intégration européenne. Ah C'est-à-dire non, que, absolument pas. voilà, c'est-à-dire que chacun de nous, en tant qu'individualiste, on est bien évidemment favorable à l'intégration des marchés nationaux. Je pense qu'on peut largement souscrire à la philosophie post-nationale qui consiste à dire effectivement que bah oui, on peut faire société, on peut échanger, on peut s'associer avec des individus indépendamment du critère national qui n'est pas l'alpha et l'oméga du fait social. Et en ce sens-là, l'intégration du continent européen et même l'intégration du monde avec l'intégration des marchés nationaux est quelque chose de parfaitement souhaitable en fait. Simplement, les institutions européennes tendent à dénaturer ce processus parce qu'on a des tendances bureaucratiques, des tendances dirigistes qui fait que qui font que cette intégration, elle est totalement viciée et qu'elle engendre des effets qui sont parfaitement indésirables. Et alors, bon, c'est vrai que jusqu'ici, on a été quand même assez à charge. Moi, je vais quand même un peu... Ouais. Oui, voilà. Non, mais prenons un peu de recul, en prenant un peu de recul historique, l'Europe nous a quand même... Même si il y a beaucoup d'erreurs, bon, on en a parlé, et on pourrait en parler pendant assez longtemps, mais il y a quand même des choses... Parce que quand on compare par rapport à un pays comme, je sais pas moi, la France, qui est un pays qui... Alors là, s'il n'y avait pas eu l'Europe, qu'est-ce que ça aurait été en termes de manipulation monétaire? Qu'est-ce que ça aurait été en termes d'explosion de la dépense publique, de la dette, etc. C'est vrai que les pressions ont été... Enfin, l'Europe a fait des bêtises, les pressions ont été quand même relativement faibles, mais il y a eu des pressions, il y a eu quand même un certain... la présence et le poids de l'Europe a quand même donné un coup de frein sur une forme d'expansion qu'on aurait pu voir en France. En termes, ne serait-ce que si on regarde un peu qu'est-ce qui était fait en termes de manipulation monétaire juste avant l'Europe, avec l'Allemagne qui commençait à taper du poing sur la table et en disant aux Français mais arrêtez avec vos taux de change là. Enfin, il y a quand même des choses qui ont été faites avant, et en regardant du point de vue de la France en elle-même, l'Europe a quand même joué un peu a quand même un peu mis le pied sur la pédale de frein. On a quand même aujourd'hui, juste un point de détail, on a quand on regarde Hollande qui est un président de gauche, quand on voit il a réussi à réduire le déficit depuis les années de la crise, c'est quand même de pas grand chose, c'est vrai, mais c'est quand même sans précédent. Un gouvernement de gauche qui arrive comme ça et qui réduit le déficit en sortie de crise avec un chômage aussi élevé. Dans n'importe quelle autre circonstance, ça aurait été la planche à billets, ça aurait été la flette, ça aurait été l'hélicoptère qui arrose le pays littéralement avec des billets. Donc bon, quand même reconnaître un peu qu'il y a des choses, il y a des imperfections, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien, mais ça a quand même un peu tempéré les ardeurs ultra colbertistes françaises. Je sais pas, je t'avoue que je sais pas parce que la dépense publique elle a quand même jamais été autant élevée qu'elle l'est aujourd'hui. Donc alors après on peut peut-être se dire ça aurait été pire sans Bruxelles. Est-ce qu'on aurait été à 65% de dépenses publiques? Sur la dépense publique en elle-même, je sais pas. Par contre, sur les déficits et sur la question monétaire, ça je pense que c'est pas vraiment discutable. Quand on regarde un peu les manipulations monétaires qui étaient faites avant, quand on regarde un peu aujourd'hui, on essaye quand même, enfin le gouvernement essaye quand même un petit peu d'appuyer sur le déficit, de calmer son déficit, même si bon, ça, en termes d'actes concrets, ça se traduit pas vraiment. Il y a quand même un peu une certaine attention qui est portée à cette question, donc c'est quelque part dans le creux de leur tête, et c'est pas rien, mine de rien. C'est surtout en France, dans la mentalité française, rien que le fait que d'avoir ça dans la petite à l'arrière du crâne, de dire on peut plus tout nationaliser comme on veut, on peut plus faire du déficit à tire-larigot. À un moment donné, ils l'ont compris. Mais est-ce qu'on n'a pas reproduit quand même ces mécanismes monétaires, ces manipulations à l'échelle de l'Union européenne? Elles sont différentes, oui, elles sont différentes. Elles sont très perverses. Je vais certainement pas défendre les politiques monétaires qui sont faites aujourd'hui, mais on n'est pas dans de l'arrosage de billets à coups d'hélicoptère. Et encore une fois, je suis très critique des politiques monétaires qui sont menées, mais ce sont pas les mêmes. Je veux juste bien préciser, on parle pas de la même chose. Et je suis pas en train de, vraiment, je suis
pas du tout en train de défendre, mais ce sont deux choses différentes. Entre là, aujourd'hui, c'est vrai c'est beaucoup plus focalisé sur des questions de... Alors, c'est pas exactement comme du QE américain, où là, c'était clairement de l'injection d'argent dans les actions des grosses sociétés. Mais on est quand même sur des choses un peu plus pernicieuses directement en alimentant les capacités de crédit des banques. Mais c'est pas de l'impression de... C'est pas de la dévaluation pure et simple. Ouais. Ce qui, par contre, est là où je vais être complètement d'accord, c'est que la façon dont ça a été fait, où on essaie de contourner les traités par tous les moyens, où on essaye de mettre en place des systèmes super complexes et super pernicieux, avec des effets économiques à long terme qui peuvent être néfastes. Là, effectivement, il y a matière à critiquer, je suis entièrement d'accord. Mmh. Oui, c'est pour ça que la question de l'union économique et monétaire, c'est pas une question entre euro d'un côté ou monnaie nationale de l'autre. Ça, faut bien le comprendre. C'est l'idée d'un monopole versus l'hypothèse d'une concurrence monétaire qui engendrerait un système monétaire sans doute beaucoup plus sain que celui que nous avons aujourd'hui. C'était le 19e épisode de Free Lunch, votre super podcast hebdomadaire turbo, giga, méga libéral. Comme d'habitude, on remercie Fergan pour avoir participé et je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime et petit rappel, le French Libertarien est un projet bénévole qui héberge toutes ces choses grâce à vos dons, donc n'hésitez pas à me retrouver sur Tipeee pour me faire un petit don et permettre au projet de continuer. Merci à tous et puis Fergan, à la semaine prochaine. À plus.